Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Il y a deux catégories d'informations. Il y a une catégorie qu'on appelle la commodity news, qui est l'information que vous allez retrouver partout, qui va être la même partout ailleurs, qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est super abondante. Cette information, elle est gratuite, elle n'a aucune valeur marchande, aucune valeur économique. Et il y a l'information à valeur ajoutée, ce qui est l'information que nous, on veut détecter. Salut à toutes et salut à tous, salut Élise. Bonjour. Avec Aparté, nous aimons explorer les nouveaux territoires du monde de l'information et aujourd'hui nous sommes servis car nous allons parler de Deepnews, un projet derrière lequel se cache, si je ne dis pas trop de bêtises, un cerveau artificiel de 25 millions de neurones. Et derrière Deepnews.ai, il y a Frédéric Filloux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors plongeons tout de suite dans Deepnews. Seeking a bigger role for a big rocket. The Space Review. Meet Off-World, the startup that wants to mine the moon with a swarm of robots. Digital trends. Vulnerable satellites. The emerging arms race in space. Financial Times. Alors c'est le fameux petit robot d'Élise qui aujourd'hui est féminin et parle en anglais avec un bel accent british. En fait, ce que ce robot lit, c'est un extrait du Deepnews Digest auquel on peut s'abonner depuis juin. Je crois qu'on est à peu près 3000 à l'avoir fait. Et c'est une newsletter qui réunit 50 articles sur un thème différent chaque semaine. On va expliquer exactement de quoi il s'agit. Première question, Frédéric. C'est seulement en anglais. Oui, pour l'instant, c'est seulement en anglais parce qu'en fait, tout le travail d'intelligence artificielle qu'on a mené depuis 2 ans a commencé donc à l'université de Stanford où j'étais et donc a commencé sur un corpus en langue anglaise et en plus, on suspecte que les corpus anglophones sont plus faciles à manipuler que les corpus latins, par exemple. C'est quelque chose qu'on va explorer sans doute dans les prochains mois, mais pour l'instant, notre truc fonctionne en anglais. Alors, est-ce que tu peux décrire exactement à quoi ça ressemble ce digest? Alors le digest, c'est en fait la première itération de la technologie qu'on a développée. La technologie qu'on a développée de façon très simple, c'est un algorithme dans lequel on rentre un article et on obtient un score. Et c'est un score de qualité. C'est pas un score de véracité, c'est-à-dire que on n'a pas construit un détecteur de fake news, mais c'est un score qui va mesurer la profondeur éditoriale, la richesse éditoriale, qui va en gros, être en mesure de quantifier quel est le travail journalistique qui est derrière un article. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait ça a été très compliqué à mettre au point. Donc on a nourri la bête, comme on dit, de millions d'articles. On avait un corpus initial de 11 millions d'articles. On en a sélectionné 4 millions parce qu'on a fait des tris divers et variés. Et puis on a découpé tout ça on appelle ça des clusters, c'est-à-dire en groupe de qualité d'articles. On a été obligé de le faire un petit peu de façon arbitraire. On a recalibré tout ça après en faisant lire un certain nombre d'articles et par notre algorithme et par des humains, les humains étant des étudiants en journalisme anglophone, et ils ont donné des notes humaines qui nous ont permis de recalibrer en quelque sorte ce que recrachait l'algorithme. Et on a quelque chose qui est quand même assez précis. Et donc, pour répondre à la question, Deepnews Digest, c'est la première itération de la technologie qu'on a développée, que je viens de décrire. C'est simplement une newsletter qui est très largement automatisée où sur un sujet donné, on va collecter 600 sources. Ça veut dire que par sujet, on va collecter plusieurs milliers d'articles et l'algorithme va faire son tri et va sélectionner 25 articles qui sont les plus pertinents sur la base que j'ai indiquée, c'est-à-dire sur la qualité éditoriale. C'est ça le concept de Deepnews Digest. Et après, donc, on va le décliner au travers de verticales. Deepnews Digest, c'est gratuit. Ça restera gratuit parce que c'est en quelque sorte la vitrine de notre technologie. Mais après, l'idée, c'est de développer des verticales beaucoup plus thématiques et destinées à un marché beaucoup plus professionnelles qui, elles, seront payantes. Donc ça, on verra ça tout à l'heure sur le modèle économique. Pour revenir un petit peu plus, tu dis, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'intelligence artificielle, on va dire, va chercher dans 600 sources.
Il y a déjà une sélection qui est faite ? Alors, nous, on a décidé de travailler sur un corpus un petit peu fermé. C'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne, d'abord, toutes les sources qu'on sélectionne, toutes les sources qu'on collecte, on les a regardées chacune dans le détail. Donc c'est des journaux, des publications universitaires ? Alors c'est des journaux, des publications universitaires, et on a également vocation, c'est une des particularités, des spécificités de Deepnews à laquelle je tiens énormément, c'est qu'on veut identifier des petites sources. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'Internet, c'est avant tout une longue traîne qui est extrêmement riche, et la partie la plus fine est extrêmement riche, extrêmement développée, et elle est très largement sous-exploitée. C'est-à-dire qu'on part du principe que sur tous les sujets, il y a un niveau d'expertise qu'on peut trouver en cherchant un peu, qui est absolument phénoménal, et nous, on a vocation à aller choper ce niveau d'expertise. Ça nous permet aussi au passage d'éviter un écueil, c'est-à-dire que ça ne vous a pas échappé, il y a un nombre croissant de paywall, de murs payants qui sont installés sur les publications. Donc nous, on veut pas être dans un système où on risque de générer de la frustration en disant lisez ce papier, il a été sélectionné par Deepnews, il est tip top, voici un petit extrait, et puis la personne clique et se cogne un paywall. Donc l'idée, c'est quand même de saupoudrer pas mal dans notre sélection avec des sources qui seront des sources de qualité, évaluées par un humain en tant que source, et puis crawlées par le robot et scorées par Deepnews. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même cette sélection par un humain des sources dans lesquelles le robot va scroller. Il y aura toujours... Ça c'est intéressant parce que du coup, comment on fait, les humains, nous, pour aller chercher ces petites sources ? Eh ben, on va, alors ça dépend. Pour le truc généraliste, on fait ça avec des journalistes, c'est-à-dire qu'on fait ça avec un éditeur qu'on a embauché, qui est un anglophone, un américain même, et puis avec moi, c'est-à-dire qu'on discute qu'est-ce qu'on pense de ça, t'as vu ce truc, etc. Donc on regarde dans le détail la source. Souvent le garçon est extrêmement créatif, donc il me soumet des sources que je ne connaissais absolument pas, donc c'est super. Et puis pour quand on va développer ce qu'on appelle les verticales, c'est-à-dire les Deepnews spécialisés, là on va, je pense, recourir à des experts, par exemple à des gens qui connaissent bien le business du futur de l'alimentation, qui va être une des choses qu'on va couvrir. Et il y a plein d'autres domaines comme ça qu'on va explorer, où on va faire une sélection et puis un vetting, comme on dit, des sources, c'est-à-dire une évaluation des sources pour dire celle-là, elle a l'air sérieuse, même si elle est minuscule, elle a l'air sérieuse. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas, ce serait prétentieux et ce serait totalement inefficace de crawler l'intégralité du web. Faut savoir qu'on est parti d'un raisonnement qui est que sur Internet, chaque jour, il y a 100 millions de liens qui sont injectés sur Internet, qui viennent de 80 millions de sources chaque jour. Donc, les gens qui prétendent, il y en a qui y arrivent, enfin Google le fait notamment, qui prétendent crawler tout l'Internet et le trier, c'est un travail absolument titanesque. Donc si on veut bien faire un boulot, notamment un travail qui consiste à sélectionner la qualité éditoriale, l'idée c'est plutôt d'aller chercher un peu les sources à la mano quand même. C'est quand même beaucoup plus efficace. Mais même si on va chercher des sources à la main, on se retrouve quand même avec un volume énorme, un volume de copies qui est quand même très important. C'est-à-dire que notre record, je crois que sur un sujet, je ne sais plus sur lequel c'était peut-être sur les émeutes à Hong Kong ou un truc comme ça quand on a fait Deepnews Digest, mais on avait 4500 sources qu'on a crawlées en quelques heures, et donc il faut en sortir la substantifique moelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner l'algorithme, on fait scorer chacun de ces 4500 articles par l'algorithme qui va mettre une note de 1 à 5. Cette note, elle n'a pas vocation à être vue par le public parce qu'on ne veut pas être les arbitres des gens qui donnent des notes, des bonnes notes et des mauvaises notes, ce serait très mal vu et ce serait complètement déplacé. C'est simplement un outil de ranking interne. Et donc ça nous sert à catégoriser les articles et à faire la sélection. Alors justement, l'algorithme, donc les sources, on a compris, ça c'est à la main, donc quand même vous avez la maîtrise. Mais par contre, après, l'algorithme il tourne, et ça aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de dire comment cet algorithme fonctionne ? La réponse est non. Parce que c'est un vrai algorithme de machine learning qui est construit sur ce qu'on appelle un réseau convolutionnel, qui est en gros un réseau qui est habituellement utilisé pour la reconnaissance d'images. C'est-à-dire la reconnaissance d'images, c'est très simple. Vous voulez détecter, vous avez 10 millions d'images, vous voulez isoler des images de zèbres. Donc le zèbre, c'est assez fastoche, mais quand même. Donc l'algorithme est calibré pour détecter des images qui ont certaines caractéristiques. Alors ça peut être effectivement... Alors, les formes les plus sophistiquées, ça va être effectivement de la reconnaissance faciale, qui est d'ailleurs
un sujet qu'on va traiter dans une des verticales de Deep News, parce que c'est quand même un truc extrêmement important. Et donc, l'algorithme va aller chercher ces images dans des volumétries gigantesques. Pour le texte, c'est beaucoup plus compliqué, parce que d'abord, il n'y a pas de dataset qui existe et qui soit ce qu'on appelle labellisé, avec ceci est un bon article, ceci est un article moyen, ceci est un article mauvais. Donc, on a dû de facto recréer tout ce truc-là. Réponse à ta question, c'est effectivement une boîte noire. C'est une boîte noire, on ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que ce que fait l'algorithme, c'est qu'il va regarder des informations au travers d'une espèce de tamis, en quelque sorte, et ce tamis a 25 millions de petits points. Ces 25 millions, on appelle ça des paramètres, on appelle ça des poids en anglais, weight. Donc c'est au travers de ça c'est au travers de ce tamis-là qui va mesurer, qui va dire ça c'est plutôt une bonne source, un bon article, ça c'est plutôt un mauvais article. Alors l'avantage de la boîte noire, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. L'avantage, c'est que c'est impossible à casser. C'est-à-dire que personne ne pourrait reverse engineer ce qu'on fait. Pour essayer de se mettre en premier dans le ranking. Et donc, ça, c'est quand même un gros avantage. J'avoue que ça a été super important dans toutes les évaluations qu'on a faites, notamment j'ai beaucoup sollicité le département de computer science de Stanford pour étudier tout ça, même si je suis pas du tout data scientist moi-même, mais une de mes obsessions c'était est-ce qu'on avait un truc qui était vraiment, comme on dit, foolproof, c'est-à-dire qu'on pouvait tromper ou pas. Et là, de ce côté-là, on est blindé, le système est extrêmement solide. Alors du côté du contenu, tu nous as déjà un petit peu dit, mais vous avez quand même confronté le résultat donc du machine learning à un humain qui lui a jugé si les résultats remontés étaient bons, et vous avez plutôt un bon taux justement d'exactitude. On a un bon taux d'exactitude qui est de l'ordre de 85%, ça y monte à plus de 90% dans certains cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a fait ça de façon extrêmement simple. On a pris un article, on a pris en l'occurrence 10 000, donc un tout petit échantillon d'articles qu'on a fait scorer par l'algorithme et qu'on a fait scorer par des humains. On a fait 3 lectures humaines effectivement pour avoir une fiabilité statistique certaine, et puis on a découvert que notre truc était était quand même extrêmement exact. Vous demandiez j'imagine à des étudiants de même classer les articles qu'ils lisaient. On leur demandait de mettre une note. On leur demandait de mettre une note de 1 à 5 et on regardait la coïncidence des notes. Alors, en toute honnêteté, ça marche sur certains trucs, mais ça marche pas sur d'autres. Par exemple, le modèle algorithmique n'ayant pas été nourri avec des articles sportifs, on est super mauvais sur le sport. Mais par contre, sur tout ce qui est politique, affaires étrangères, business, etc., c'est-à-dire le gros de l'information quand même, là, on est quand même vraiment très bon. Stanford University. Okay, so welcome to lecture 2 of CS231N. On Tuesday, we sort of gave you the big picture view of what is computer vision, what is the history, and a little bit of the overview of the class. And today we're really going to dive in for the first time into the details. Alors cette vidéo qu'on entend, c'est donc on a compris qu'on est à Stanford, on est dans un cours extrêmement pointu. Peut-être tu nous diras de quoi il s'agit. Mais en tout cas voilà, ce qu'on a envie de comprendre, c'est comment a germé l'idée. Et elle a germé notamment progressivement, ou en tout cas elle a poussé au sein de Stanford. Qu'est-ce que tu peux nous dire au tout départ de cette idée? C'est-à-dire que quand je suis arrivé aux États-Unis, quand je suis arrivé à Stanford, je suis arrivé en août 2016. J'avais un autre projet dans le cadre de la bourse de la Knight Foundation, à laquelle j'appartenais, qui est une des grosses bourses de journalisme aux États-Unis. Et je suis arrivé au beau milieu, à la fin de la campagne électorale américaine, et au moment un peu de l'apogée de ce truc qu'on voyait poindre, qui s'appelait les fake news, la manipulation de l'information, la misinformation comme on dit, et c'était un truc qui inquiétait tout le monde, dont on ne cernait pas très bien les contours, et tout le monde se disait que ça allait être fini au mois de novembre lorsque Hillary Clinton serait élue. Donc on sait ce qui s'est passé, et on a découvert par la suite que la manipulation de l'information avait joué un rôle extrêmement important. C'est vrai que moi, je m'intéressais depuis un certain temps à tout ce qui est intelligence artificielle. Dans le domaine de l'image, j'avais eu un tas d'idées dans le domaine médical, j'avais eu un tas d'idées pour soigner des maladies des yeux. Enfin, j'avais vachement bossé le sujet. Et puis, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, qui est donc le traitement du langage naturel. Et je me suis penché sur ces questions-là, et je me suis dit que par rapport à
à ce qu'était l'information actuelle, c'était une tâche totalement illusoire de vouloir détecter des fake news avec de l'intelligence artificielle. Il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que chaque jour sur Internet, il y a 100 millions de liens qui sont injectés et que si aujourd'hui le seul moyen de détecter de la fausse information, c'est une vérification humaine, un fact-checking humain. Et si on prend l'intégralité, aujourd'hui il y a 188 entités dans le monde qui font du fact-checking. Si on prend la capacité de production de ces 188 entités, on arrive environ à 3000, 5000 à tout casser articles traités par mois. Donc on voit que c'est même pas une goutte d'eau, enfin c'est absolument infinitésimal. Donc il m'est apparu qu'il fallait quelque chose qui traite l'information sur une at scale, comme on dit, sur une grande échelle. Et moi j'ai choisi quelque chose de différent, c'est-à-dire au lieu d'avoir une approche pour détecter les fake news, je me suis dit qu'on allait avoir une approche pour détecter la qualité. Et pour prendre une autre métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, au lieu de purifier l'eau du Gange un verre à la fois et puis voilà, moi je prends l'eau du Gange où il y a des matières effectivement extrêmement toxiques, mais également quelques nutriments, et je construis l'aimant, un petit aimant qui va être au-dessus, qui va faire remonter les nutriments, pour prendre une métaphore. Juste pour aller au bout de cette question des fake news malgré tout, parce que est-ce que vous, avec du coup ce système de scoring, vous avez le risque de temps en temps d'avoir justement des fake news qu'il faudra écarter à la main, ou parce qu'à un moment ou à un autre, une fake news peut être extrêmement bien faite et du coup devenir une news de qualité ou pas du tout? Alors c'est une très bonne question. Cette détection-là, enfin cet écueil-là, il est évité parce que vous disiez, Élise, c'est-à-dire le fait qu'on va faire une sélection des sources en amont. C'est-à-dire que a priori, on n'a pas de source pourrie. Ça, c'est quand même un élément très important. Mais si vous voulez, moi, notre but, c'est de détecter. Il y a deux catégories d'informations. Il y a une catégorie qu'on appelle la commodity news, qui est l'information que vous allez retrouver partout, qui va être la même partout ailleurs, qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est super abondante. Cette information, elle est gratuite, il n'y a aucune valeur, elle a aucune valeur marchande, aucune valeur économique, et il y a l'information à valeur ajoutée sur laquelle, ce qui est l'information que nous on veut détecter. C'est ça la promesse de fake news. C'est ça la promesse de Deepnews. C'est ça la promesse de Deepnews. Voilà. Alors pour revenir justement à ton parcours, quand même préciser, on l'a pas encore vraiment dit, que tu as un vrai parcours de journaliste quand même à la base, avant d'arriver à Stanford et de te passionner pour l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qui dans ce parcours t'a amené à ça et à réfléchir à quelque chose qui n'est plus vraiment du journalisme? Alors c'est plus du journalisme, mais en même temps, l'intérêt de Deepnews, c'est que on se singularise par rapport aux immenses acteurs qui sont 1 million de fois plus gros que nous, comme Google par exemple, par le fait que nous, la démarche au départ est de rapprocher précisément le journalisme des sciences informatiques et de la data science et de l'intelligence artificielle. C'est ça la façon dont on a construit le truc. C'est-à-dire qu'on a littéralement passé des heures, mais vraiment des heures et si ce n'est des jours, à discuter avec nos data scientists pour leur faire comprendre ce qu'était un article de bonne qualité par opposition à un article de mauvaise qualité, qui n'est pas une fake news, mais qui va être un article, comme je l'expliquais tout à l'heure, sans aucune valeur ajoutée. On a fait un énorme travail. Et moi, de mon côté, j'ai fait également un énorme travail pour voir comment tout ça pouvait être mis en algorithme, pouvait être traduit en algorithme. Et on a fait énormément d'essais. Pour vous donner une idée, on a fait une centaine de versions de notre modèle qu'on a entraîné 1500 heures sur les machines de Google Cloud, quoi. Donc ça a été un travail gigantesque d'itération. Oui, parce que Élise disait que donc tu as un parcours de journaliste, tu as aussi un parcours d'éditeur de journaux. Et si je comprends bien, tout à l'heure tu disais il y a l'information de commodité qui n'a pas de valeur et de l'information de qualité. Ça, c'est vraiment la question que se posent tous les patrons de médias aujourd'hui. C'est comment valoriser finalement l'information de qualité. Est-ce que c'était ça que tu avais aussi en tête de ton parcours, on va dire, d'éditeur à Schibsted, à 20 minutes, etc. Moi, j'avais en tête effectivement ça. Il m'était apparu autre chose. Il m'est apparu le fait que qu'aujourd'hui, ça paraît très grandiloquent, mais une des choses que j'ai retenues de mes 2 années à Stanford, où j'ai quand même pris pas mal de cours dans tout plein de disciplines, c'est que la démocratie était terriblement en danger et qu'aujourd'hui, par exemple, on n'aurait plus aucun processus électoral dans le monde qui soit perturbée par de la mauvaise information. Et que cette information, elle gagne en sophistication, que la technologie est de son côté et que ça pose un énorme problème pour la qualité de l'information et c'est une vraie menace démocratique. Donc,
je pense qu'il y a une espèce d'urgence citoyenne à faire en sorte que l'information de qualité soit plus visible et qu'elle soit plus attractive et qu'elle soit plus accessible, notamment par la génération des millennials qui va voter. Donc ça, c'était quand même un truc important. Et puis moi, de toute façon, j'ai une passion vraiment pour l'information et pour l'information de qualité, c'est-à-dire vu effectivement mon parcours, vu ma passion pour le journalisme à l'américaine, je suis passionné par les grands papiers, par l'information en profondeur, etc. Et l'autre élément, c'est effectivement que le système, le business model de l'information est complètement détruit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées quand on a commencé à réfléchir à ça, c'est que vous prenez une page web aujourd'hui, que ce soit une page du journal Le Monde, du Figaro, du Guardian, du New York Times, etc. Quelle que soit la nature de l'article, c'est-à-dire que ce soit un article de synthèse fait par deux jeunes journalistes pas trop bêtes qui vont faire un truc très simple, ou bien que ce soit un article qui a réclamé 6 semaines de travail par 3 personnes, plus relu par 2 éditeurs, etc., etc., le prix de la publicité qui est à côté est exactement le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le seul système au monde dans lequel il n'y a aucune transmission entre le coût de production et la valeur que va payer, en l'occurrence, un annonceur. Donc, je me suis dit que si on trouvait un moyen de scorer les articles, c'est-à-dire d'être en mesure de dire que cet article-là vaut 4,5 sur 5 et cet article-là vaut 1,5 sur 5, ça pourrait donner une indication au marché publicitaire qui valait mieux mettre des pubs de qualité, donc plus onéreuses, plus chères, plus rentables, sur l'article de qualité, lequel va attirer des démographiques, enfin une structure démographique de lectorat qui va être bien meilleure, qui va susciter beaucoup plus d'approfondissement dans la lecture et donc qui a une valeur économique beaucoup plus importante. Mais qui est peut-être devenu un peu anti-pub aussi, même en ce moment-là. Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que on constate quand même que le contenu de qualité journalistique reste quand même rentable. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle déflation aujourd'hui sur le contenu que j'appelle commodité, quoi, sans valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il se vend pour des fractions de dollars ou d'euros de CPM, qui est l'unité de mesure des 1000 pages vues, qu'aujourd'hui, les annonceurs commencent à se dire qu'il faut peut-être se replier sur des trucs de qualité. C'est pas gagné encore. Et alors, si j'ai bien compris, pour terminer un petit peu sur cette naissance du projet et son évolution, comment ça a évolué à Stanford? Je crois notamment ça a beaucoup évolué d'un point de vue tech. Tout à fait. Au départ, moi j'avais une approche très journalistique, très déterministe, qui consistait à dire moi journaliste, depuis mon magistère, je suis capable de détecter l'information de qualité, donc je vais isoler en l'occurrence 30 à 35 critères de qualité qui étaient non seulement dans l'article mais dans la page web. Et qu'on va essayer de quantifier. Et puis j'ai un de mes vieux mentors qui m'a dit non, ta méthode est mauvaise. Il faut que tu fasses ça par du machine learning et plus précisément par du deep learning. Et donc où en gros tu vas prendre des gros datasets, c'est-à-dire des gros jeux, des gros volumes d'articles que tu vas mettre dans un algorithme et puis tu vas voir ce qui se passe. Et donc je me suis plongé là-dedans, je me suis intéressé à ça. On a commencé à travailler avec des étudiants de Stanford et puis après je me suis assez vite tourné, sachant que le projet deviendrait de toute façon français parce que j'allais pas passer ma vie à Stanford malheureusement. Je me suis assez vite tourné vers des Français, notamment de l'école centrale où j'avais des relations. Et en France, on a quand même une formidable école de mathématiques avec des gens qui sont jeunes, qui sont extrêmement brillants. Et on a commencé à travailler sérieusement là-dessus. Donc tu es revenu, tu as anticipé notre question, tu es revenu en France, tu pouvais pas rester à San Francisco? Il y a une équation économique qui est qu'un ingénieur français à compétences égales voire supérieures, il va coûter 4 à 5 fois moins cher. C'est des gens qui demain peuvent trouver un job, ils traversent l'Atlantique, ils vont en Californie et puis ils trouvent un job à 150, 200 000 $ de salaire de départ. Donc on a un mal fou à s'aligner. Peut-être encore plus dans les médias, puisque comme tu le disais, c'est difficile de lever des fonds et de financer ce genre de projet. On en vient à la question du business model de Deep News. Comment est-ce que tu comptes justement payer ces ingénieurs dans les mois et les années à venir? Alors on a fait effectivement, on a beaucoup réfléchi à cette question. Au départ, on était parti pour offrir un service aux médias et on s'est rendu compte qu'on allait s'épuiser dans le fait de négocier 1, puis 2, puis 3, puis 10 contrats. D'où l'idée qu'on a eue de lancer ce système de newsletter sur lequel on va fatalement faire de l'argent parce que là, pour le coup, on a un business model qui est bien déterminé. Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Non, mais j'explique très schématiquement. L'idée, c'est de lancer au cours de l'année 2020 entre 15 et 30 newsletters extrêmement thématisés. Donc, il y en aura sur
les voitures autonomes, je l'ai évoqué, sur le future of food, parce qu'on pense que il y a un énorme intérêt sur les alternatives à la viande notamment. On va faire un truc sur la reconnaissance faciale parce qu'il y a des enjeux de privacy. On va faire un truc sur le venture capital, etc. Enfin, on a identifié toute une série de sujets. En gros, le critère, c'est quoi ? Le critère, c'est que on prend un secteur qui est, comme on dit, forward-looking, c'est-à-dire un secteur qui est vraiment très projeté dans le futur. On prend un secteur sur lequel il y a une population active dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un gros appel d'air en termes d'emploi, qu'il y a un gros appel d'air en termes de financement, qu'il y a beaucoup d'argent et puis qui sont des vrais challenges techniques. Donc on a identifié toute une série de secteurs par rapport à ça, et on prend également un secteur sur lequel l'information est assez mal organisée. Parce que nous, notre idée, c'est d'organiser une information, de la structurer et d'offrir une fois par semaine à la jeune personne qui est, enfin ce sont des jeunes, qui est ingénieur dans une boîte de voitures autonomes, de lui offrir toutes les semaines les 25 articles qu'il va avoir à lire. Ou bien, par exemple, on va faire un truc sur l'exploration spatiale, enfin sur la privatisation de l'espace, qui est en gros un marché qui va décupler dans les 10 ans à venir. Et bien, les personnes qui bossent chez SpaceX, qui est la plus connue, mais chez les 250 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, ben on prétend leur donner des informations qu'elles ne trouveront pas ailleurs, ou en tout cas sous une forme tellement synthétique et tellement simple à lire qu'elles prendront un abonnement sur notre truc. Donc on pense qu'on a un bon gisement de revenus. Après, je pense qu'on fera un service qui sera plutôt en self-service, mais déjà les newsletters vont nous occuper pour les 2 prochaines années. En plus, c'est quelque chose qui est très accessible parce qu'on a un système qui est, comme on dit, scalable, c'est-à-dire qu'on peut produire des newsletters sur lequel on a calculé que sur chacune de nos newsletters, le travail humain éditorial pour simplement vérifier qu'il n'y a pas de sottises dans la newsletter, ça prendra 1 heure par semaine. Qui dit scalabilité fait penser à des fonds. Est-ce que tu es en train de chercher des fonds ? Le venture capital est un secteur que les médias, qui n'intéresse pas les médias, parce qu'ils jugent que l'industrie des médias est en train de mourir, mal géré, pas assez tech, et que les possibilités de croissance et de faire une culbute sont trop faibles. Alors toi, tu as une super tech, tu es scalable, et en plus, tu peux disrupter un secteur compliqué. Oui, mais le secteur n'est pas suffisamment... c'est une erreur d'ailleurs, mais le secteur n'est pas suffisamment attractif pour le venture capital, comme peut l'être le e-commerce ou des choses comme ça. Donc on ira chercher, je pense, des formes différentes, on ira chercher les business angels. Et puis moi, de toute façon, j'aime assez l'idée de, comme on dit, pardon pour tous ces anglicismes dont je saupoudre ce discours, mais on est assez attiré par l'idée de bootstrapper notre boîte, c'est-à-dire de s'auto un peu financer. Mais il faut une équipe quand même de base, peut-être en 2 mots. L'équipe, pour l'instant, on a embauché au début de cette année un CEO qui s'appelle David Finch, et on a recruté un éditeur qui s'appelle Christopher Brennan, qui est un très jeune journaliste, qui est un de mes élèves à Sciences Po, je devrais pas le dire, mais qui va terminer cette année, mais qui est brillantissime et qui se passionne pour le projet et qui veut en faire son projet à lui. Merci beaucoup Frédéric d'être passé dans notre studio. Salut Élise. Salut. Et rendez-vous la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.